Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du chevalier médiéval, casque étincelant, armure luisante, monture fougueuse. Il incarne à la fois l'idéal romantique du guerrier courtois et la réalité brutale du soldat professionnel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de cette institution qui a façonné la société européenne pendant près de 8 siècles. Alors accrochez-vous, c'est parti. Mais commençons par une question simple. Qu'est-ce qu'un chevalier ? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Un chevalier ne se définit pas d'une seule manière. Il faut le voir sous 3 angles différents, 3 dimensions qui sont intimement liées et qui ont évolué au fil du temps. Premièrement, le chevalier est un soldat. Le terme latin qui le désigne, c'est miles, qui veut dire soldat. Dans les langues vernaculaires, le mot évoque le cavalier. Par exemple, en français, on dit chevalier, ritter en allemand, cavaliere en italien, caballero en espagnol. C'est un guerrier monté, cuirassé, qui combat à cheval. C'est sa fonction première, celle qui justifie son existence et son statut. Deuxièmement, c'est un rouage du système féodal. Le chevalier détient une terre, un fief, en échange d'un service militaire. Il est lié à un seigneur par un serment de fidélité, d'hommage. Le seigneur le protège, le chevalier le sert. C'est une relation d'homme à homme fondée sur la promesse et sur l'honneur. Le chevalier est la monnaie de base de la féodalité. Troisièmement, c'est un membre d'une caste. Le chevalier appartient à une élite, une aristocratie guerrière qui se distingue du reste de la population par ses armes, son équipement, son mode de vie et surtout par un sentiment d'appartenance et de solidarité. Cette conscience de classe est née du coût exorbitant de son équipement. Devenir chevalier, c'est entrer dans un monde privilégié, mais aussi dans un monde d'obligations et de devoirs. Ces 3 dimensions, militaire, économique et sociale, ont évolué au rythme des transformations de l'Europe médiévale. Le chevalier n'a cessé de changer, de s'adapter, de se réinventer. Pour comprendre cette évolution, nous allons remonter aux origines de la chevalerie depuis la nuit des temps. L'origine du chevalier est une question qui a passionné les historiens. On a longtemps cru que le chevalier médiéval descendait du cavalier romain, l'équestre romain. Donc, c'est une erreur. L'ordre équestre était une classe sociale particulière située juste en dessous des sénateurs, mais ses membres avaient abandonné leur rôle militaire depuis longtemps. Ils étaient devenus des financiers, des fermiers d'impôts et des entrepreneurs. L'ordre équestre romain n'a donc eu aucune continuité directe avec la chevalerie médiévale. Les origines du chevalier sont plus complexes, elles se situent à la croisée de plusieurs traditions. La première, c'est le comitatus germanique. Chez les anciens germains, un jeune guerrier pouvait se lier à un chef plus âgé par un serment de fidélité. Il s'engageait à le servir, à le protéger et à combattre pour lui. En échange, le chef lui offrait sa protection, son entretien et souvent une part du butin. C'est une relation d'homme à homme fondée sur la loyauté et le courage. Deuxième tradition, le patronage romain. Dans la Rome antique, un puissant pouvait protéger un client en échange de sa loyauté et de ses services. Le client était un homme libre qui se plaçait sous la dépendance d'un patron. Le patron le conseillait, le défendait en justice, lui accordait son soutien. Le client, en retour, l'accompagnait, le soutenait dans ses entreprises et lui apportait son vote. Troisième tradition, c'est la recommandation franque. Après les invasions barbares, les Francs pratiquaient la recommandation, c'est-à-dire qu'un homme libre, un noble, se plaçait volontairement sous l'autorité d'un seigneur plus puissant. Il renonçait à sa liberté, il devenait son homme, son vassal. Il lui devait fidélité et service. Le seigneur, en échange, le protégeait et lui assurait sa subsistance. Ces 3 traditions ont fusionné pour donner naissance à la féodalité et à la chevalerie. La relation vassalique, le serment d'hommage,
la concession d'un fief en échange d'un service, tout cela est né de cette lente mutation. Mais il y a aussi un élément technique essentiel qui est une révolution militaire. L'Europe a connu entre le 8e et le 12e siècle une transformation profonde de son équipement militaire. Le point de départ est l'adoption de l'étrier. L'étrier est une invention venue d'Asie centrale, probablement du peuple Avar, qui était un peuple cavalier nomade. L'étrier permet au cavalier de rester fermement en selle. Il peut transmettre à son coup de lance toute la force de son cheval. Il peut porter des armes plus lourdes, plus longues et plus efficaces. Il peut charger en formation serrée. Le choc des lances brisant les rangs ennemis est très fort dans ces conditions. Cette révolution a eu des conséquences considérables. Elle a rendu la cavalerie beaucoup plus puissante, beaucoup plus décisive sur les champs de bataille. Elle a favorisé l'émergence d'une élite guerrière, les cavaliers cuirassés. Elle a rendu l'équipement militaire beaucoup plus coûteux. Seuls les riches pouvaient s'offrir un cheval de guerre, une armure de mailles et des armes de qualité. Mais attention, cette révolution ne fut ni brutale ni soudaine. L'étrier, par exemple, n'a pas été adopté partout en même temps. Même à la bataille de Hastings en 1066, les Normands utilisaient encore leurs lances comme des javelines, les lançant sur l'ennemi plutôt que de charger en formation. L'évolution a donc été progressive. Le chevalier du Xe siècle n'était pas encore le chevalier des croisades et des romans arthuriens. C'était un guerrier brutal, illettré, qui vivait dans un monde de violence et de chaos. Il portait une cotte de mailles, un casque conique, un bouclier en bois recouvert de cuir. Son épée était large et tranchante. Il se battait à pied ou à cheval selon les circonstances. Il ne connaissait pas les tournois, ni l'amour courtois, ni les romans de chevalerie. C'était un soldat, un combattant, souvent un pillard et un bandit. Son domaine, sa terre, était souvent modeste. Il ne la cultivait pas lui-même. Des serfs travaillaient pour lui. Sa maison, au centre du village, n'était guère qu'une version un peu plus confortable de celle des paysans. Il passait une partie de son temps à monter la garde au château de son seigneur, à chasser ou à participer aux petites guerres locales qui déchiraient l'Europe. Le chevalier du Xe siècle était un homme violent, sans foi ni loi, qui ne respectait que la force et le courage. L'Église allait tenter de le civiliser, de le sanctifier, de le mettre au service de Dieu. Ce fut un des tournants majeurs de l'histoire de la chevalerie. Face à l'anarchie féodale, face aux ravages causés par les guerres privées, face à la violence des chevaliers, l'Église réagit. Elle ne va pas rester indifférente au sort des populations, à la destruction des églises, au pillage des monastères. Elle va tenter de canaliser cette violence, de la domestiquer, de la mettre au service d'une cause plus noble. La première étape est le mouvement de la paix de Dieu. Il prend naissance à la fin du Xe siècle. Des conciles sont convoqués, réunissant évêques, seigneurs, chevaliers et parfois même des paysans. Tous prêtent serment sur les reliques des saints de protéger les populations non armées, les ecclésiastes, les paysans et les marchands. Celui qui viole le serment est menacé d'excommunication. Ces assemblées se déroulent souvent en plein air, dans une atmosphère d'enthousiasme religieux. Des miracles sont rapportés. Les chroniqueurs évoquent des scènes émouvantes. La foule s'agenouille, lève les mains vers le ciel et crie « Paix, paix, paix ». La trêve de Dieu vient compléter ce dispositif. Elle interdit les combats à certaines époques, par exemple les dimanches et les jours saints, puis progressivement du mercredi soir au lundi matin, ainsi que pendant l'Avent et le Carême. Les guerriers sont soumis à une discipline ascétique, ils doivent jeûner, comme les pénitents, et s'abstenir de se battre. Ces mouvements ont un impact considérable sur la psychologie des chevaliers. Les serments collectifs contribuent à forger une conscience de classe, un sentiment d'appartenance à un groupe particulier. Le chevalier prend conscience de ses responsabilités envers l'Église et les populations non armées. Il n'est plus seulement un soldat,
il est aussi un protecteur, un défenseur de la foi. L'Église va plus loin, elle commence à bénir les épées des chevaliers, à sanctifier leurs armes. La cérémonie de l'adoubement qui fait son apparition vers 1070 symbolise cette christianisation. Le futur chevalier se baigne pour se purifier de ses péchés. Il revêt une robe blanche pour symboliser son engagement à défendre la loi de Dieu. Il reçoit ses armes dans une église. L'éperon doré lui donne le courage de servir Dieu. L'épée lui permet de combattre l'ennemi et de protéger les pauvres contre les riches. La collée, le coup sur l'épaule ou la tête, lui rappelle celui qui l'a adoubé. Le pape Grégoire VII, au XIe siècle, franchit un pas décisif. Il développe la théorie des deux épées. Le pape représentant de Saint-Pierre détient deux armes, une épée spirituelle qu'il manie lui-même et une épée temporelle qu'il confie aux nobles et aux chevaliers. Les chevaliers deviennent les milites Christi, c'est-à-dire les soldats du Christ. Leur mission est de servir les intérêts de l'Église, de défendre la foi, de combattre les ennemis de Dieu. En retour, ils reçoivent la rémission totale de leurs péchés. C'est une promesse qui va bouleverser l'histoire européenne. Le 27 novembre 1095, le pape Urbain II prêche la première croisade à Clermont, en France. La scène rappelle les conciles de la paix de Dieu, à savoir une foule immense rassemblée en plein air, hors des murs de la ville. Le pape parle de Jérusalem, de la Terre Sainte, des lieux saints profanés par les infidèles. Il promet la rémission des péchés à ceux qui iront combattre pour Dieu. La foule est émue aux larmes, des milliers de voix s'écrient « Dieu le veut, Dieu le veut ». L'évêque Adhémar du Puy, un clerc formé comme chevalier, s'avance, il s'agenouille et fait le vœu d'aller à Jérusalem. Des milliers de chevaliers l'imitent, cousant la croix sur leurs vêtements. Qu'est-ce qui pousse ces chevaliers à s'engager dans cette aventure périlleuse qui les éloignera de leur famille et de leur terre pour des années? D'abord, la foi, la promesse de la rémission des péchés, dans le cadre du système pénitentiel de l'époque, est une incitation puissante. Le pèlerinage armé est une forme supérieure de pénitence. Le chevalier peut gagner son salut par son courage, par sa vaillance, par l'usage de ses armes. Il peut effacer ses péchés en combattant pour Dieu. Ensuite, l'appât du gain. La croisade offre des perspectives de richesse. Les terres de l'Orient, fertiles et prospères, attirent les cadets de familles nobles, ceux qui n'hériteront pas du fief paternel. Le butin, les rançons, les dépouilles des ennemis, tout cela est promis aux vainqueurs. Certains chevaliers voient dans la croisade une chance de faire fortune. Enfin, le goût de l'aventure. La vie du chevalier en Europe est monotone. Il passe son temps à monter la garde au château, à chasser, à participer à de petites guerres locales. La croisade est une échappée vers l'inconnu, vers l'Orient, vers les terres mystérieuses et exotiques de la Bible. La croisade est aussi une soupape de sécurité pour la société. La généralisation du droit d'aînesse qui prive les cadets de l'héritage familial laisse de nombreux jeunes chevaliers sans avenir. Pour eux, la croisade est une opportunité de gagner des terres, de s'établir, de fonder une famille. Elle leur permet d'échapper à la tutelle de l'aîné et de se faire un nom. La première croisade est une entreprise militaire remarquable. Environ 4000 chevaliers sur un total de 30 000 combattants prennent part à l'expédition. Les chevaliers font preuve d'une organisation et d'une discipline surprenante. Ils traversent l'Europe, atteignent Constantinople, puis marchent sur Jérusalem. La guerre est rude, les souffrances sont immenses, les sièges sont longs et meurtriers. À Antioche, les chevaliers connaissent une famine si terrible qu'ils doivent manger leurs chevaux, leurs chiens et même, selon certains chroniqueurs, des cadavres. À Jérusalem, la soif les torture, les Turcs ayant empoisonné les puits, mais ils ne renoncent pas. Le 15 juillet 1099, Jérusalem tombe, les chevaliers exaltés par la victoire se livrent à un massacre terrible. Des milliers de musulmans et de juifs sont tués. Le sang coule dans les rues, les chroniqueurs rapportent qu'ils montent jusqu'aux genoux des chevaux.
Cette brutalité est bien sûr exagérée, mais souvent attribuée au fanatisme religieux qui est en réalité conforme aux pratiques guerrières de l'époque. La guerre médiévale en Europe comme ailleurs est une guerre de pillage, de massacre et de terreur. La première croisade a des conséquences profondes pour la chevalerie. Elle renforce la conscience de classe des chevaliers. Elle se perçoit comme les soldats du Christ, l'élite de la chrétienté. Elle élargit les horizons. Ils découvrent d'autres cultures, d'autres peuples, d'autres modes de vie. Ils prennent goût au voyage et au luxe. Surtout, elle consacre la fusion entre l'idéal guerrier et l'idéal religieux qui va caractériser la chevalerie médiévale. Le XIIe siècle est l'âge d'or de la chevalerie. C'est l'époque où l'image du chevalier, telle que nous la connaissons aujourd'hui, se fixe dans les esprits. Cette image est le fruit d'une double évolution, à la fois liée au développement d'une littérature courtoise et l'essor des tournois. La littérature courtoise est née dans le sud de la France, en Provence et dans le Languedoc. C'est la poésie des troubadours. Les troubadours sont des poètes, des compositeurs de chansons. Ils chantent en langue d'oc, le provençal, une langue romane qui est alors la langue littéraire du Midi. Leurs poèmes sont destinés à être chantés, accompagnés par un instrument, souvent la viole. Les troubadours sont pour la plupart des chevaliers et des fils de chevaliers. Beaucoup sont des cadets sans terre qui voyagent de château en château, offrant leur talent poétique contre la protection des grands seigneurs. Ils chantent l'amour, la beauté, la courtoisie. Ils célèbrent une dame, souvent mariée, souvent de rang supérieur. Ils la vénèrent, ils la servent, ils lui adressent leur hommage. C'est l'amour courtois ou le fin amor, un amour idéalisé, souvent adultère. Le troubadour ne cherche pas à posséder sa dame, il cherche à la mériter, à se rendre digne d'elle. L'amour est une école de vertu, une ascèse. Il purifie le chevalier, il l'élève, il le rend meilleur. Parmi les troubadours les plus célèbres, on peut citer Arnaud Daniel. Dante le considérait comme le meilleur artisan de la langue maternelle. Sa poésie est d'une grande complexité technique. Il invente la sestine, qui est une forme poétique qui répète les mêmes mots en rime à travers 6 strophes, créant un effet d'une grande intensité. Ses poèmes explorent toutes les nuances de l'amour courtois, la joie, la souffrance, l'espoir, le désespoir, la fidélité, la trahison. Mais la poésie des troubadours n'est pas la seule expression littéraire de la chevalerie. Il y a aussi la chanson de geste, des épopées guerrières qui célèbrent les exploits de Charlemagne et de ses paladins. La plus célèbre est la chanson de Roland. Roland, neveu de Charlemagne, meurt courageusement à Roncevaux après avoir refusé de sonner du corps pour appeler les renforts. Il préfère la mort au déshonneur. Son sacrifice incarne la loyauté, le courage, le sens de l'honneur. Il y a aussi les romans arthuriens. Chrétien de Troyes, au XIIe siècle, écrit 5 romans en vers, Érecte et Énide, Pigès, Lancelot, Yvain et Perceval. Il invente le chevalier errant, le héros solitaire qui part à l'aventure pour défendre la justice et l'honneur. Il mêle le merveilleux, les dragons, les géants, les châteaux enchantés aux aventures amoureuses. Il crée le personnage de Lancelot, le chevalier parfait, amoureux de la reine Guenièvre, et celui de Perceval, le chevalier pur qui cherche le Graal. La littérature courtoise a un impact considérable sur la chevalerie. Elle fixe les règles du comportement chevaleresque. Le chevalier doit être courtois, généreux, discret, fidèle en amour. Il doit être brave, loyal, honorable. Il doit protéger les faibles, les femmes, les orphelins. Il doit défendre l'Église et la foi. Il donne au chevalier un modèle à imiter, un idéal à atteindre. Le roi Arthur et ses chevaliers de la table ronde deviennent les héros d'une chevalerie rêvée, une référence constante. Les tournois sont l'expression concrète de cet idéal.
Au début, il s'agit de mêlées violentes, de véritables batailles simulées. Les chevaliers s'affrontent par troupes entières, cherchant à capturer leur adversaire pour les rançonner. Les blessures et les morts sont fréquentes. Les armes ne sont pas émoussées. C'est un sport dangereux, mais aussi une école de guerre. Au fil du temps, le tournoi se codifie. Les tournois ont lieu dans une liste délimitée, les chevaliers s'affrontent en joutes individuelles, les armes sont progressivement émoussées, le tournoi devient un spectacle, une fête, un événement social. Les femmes y assistent, elles encouragent leurs chevaliers de leur faveur, elles décernent des prix. Le tournoi est aussi une occasion pour les chevaliers pauvres de se faire remarquer, de gagner une fortune, de se faire connaître d'un seigneur puissant. C'est un moyen de promotion sociale, une vitrine pour les talents guerriers. Pour illustrer l'apogée de la chevalerie, je vais vous raconter l'histoire de Guillaume le Maréchal. Guillaume est né en 1444 en Angleterre. Il est le fils cadet d'un petit seigneur, Jean Maréchal. Il n'a donc pas de terre. Il doit donc se faire un nom, une fortune, un avenir. Il va y parvenir grâce à ses talents de guerrier et grâce à sa loyauté. Vers l'âge de 12 ans, Guillaume est envoyé en Normandie pour être formé à la chevalerie. Il est placé dans la maison de Guillaume de Tancarville, un puissant seigneur. Il devient son écuyer. Il apprend à manier les armes, à monter à cheval, à servir son maître. Il apprend aussi les règles de la courtoisie, l'art de la conversation, la poésie des troubadours. À 20 ans, Guillaume est adoubé chevalier. C'est une cérémonie solennelle qui a lieu à la veille d'une bataille. Il reçoit l'épée, l'éperon et le baiser du parrain. Il est désormais un chevalier. Il va devoir prouver sa valeur. Sa première bataille est un succès. Il se distingue par son courage, mais il commet une erreur. Il combat pour l'honneur, sans penser au butin. Un baron lui fait remarquer qu'il a laissé passer des occasions de s'enrichir. Guillaume comprend la leçon, il apprendra à allier l'honneur et le profit. Guillaume participe à de nombreux tournois. Il y excelle. Il gagne des fortunes en capturant des adversaires et en exigeant des rançons. Il se fait une réputation de chevalier courtois et généreux. Il donne des chevaux, de l'argent, des armures aux jongleurs et aux pauvres. Il entre au service de jeune roi Henri, le fils du roi Henri II. Il devient son mentor, son conseiller, son compagnon d'armes. Il l'accompagne dans ses pérégrinations à travers l'Europe. Ils participent ensemble au tournoi. Ils mènent une vie de chevalier errant, pleine d'aventures et de péripéties. Mais la vie de Guillaume n'est pas toujours facile. Il est accusé d'avoir une liaison avec la femme du jeune roi. Une accusation infamante. Guillaume réclame un duel judiciaire pour prouver son innocence. Le roi interdit le combat. Guillaume quitte alors la cour et part en pèlerinage à Cologne. En 1183, le jeune roi meurt. Guillaume est à son chevet. Le jeune roi lui demande d'accomplir son vœu de pèlerinage en Terre Sainte. Guillaume promet. Il part pour la Syrie et reste 2 ans à combattre les infidèles. À son retour, il entre au service du roi Henri II. Le roi lui promet la main d'une riche héritière, Isabelle de Clare. Guillaume épouse Isabelle et devient l'un des plus puissants barons d'Angleterre. Il a enfin réussi. Il est passé de la condition modeste de cadet à la plus haute aristocratie du royaume. Guillaume sert ensuite le roi. Il reste loyal même pendant la révolte des barons qui aboutit à la signature de la Grande Charte en 1215. Il est l'un des négociateurs à Runimède. Il est le principal artisan du compromis entre le roi et les barons. À la mort de Jean, Guillaume devient régent du royaume pour le jeune roi Henri III. Il remporte la bataille de Lincoln, chasse les Français d'Angleterre, rétablit l'autorité royale. Il meurt en 1219, membre de l'ordre du Temple. Il est enterré dans l'église du Temple à Londres, où sa tombe est encore visible aujourd'hui. Guillaume le Maréchal incarne l'apogée de la chevalerie. Il a su allier le courage et la loyauté, l'habileté militaire et le sens politique, le goût de l'aventure et le souci de la réussite. Il a prouvé que la chevalerie n'était pas seulement un idéal, mais aussi un chemin vers la puissance et la gloire. L'idéal du chevalier chrétien, du soldat du Christ, trouve son expression la plus achevée dans les ordres militaires. Ces ordres religieux, fondés pour la défense de la Terre Sainte, combinent la discipline monastique et l'art de la guerre. Le plus célèbre d'entre eux est l'ordre du Temple, les Templiers.
L'ordre du Temple est fondé en 1119 par 2 chevaliers français, Hugues de Penne et Geoffroy de Saint-Omer. Leur mission est de protéger les pèlerins qui se rendent en Terre Sainte. Ils font vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Ils s'installent sur le mont du Temple à Jérusalem, d'où leur nom. La règle de l'ordre est rédigée par Bernard de Clairvaux, le plus grand saint de l'époque. Elle s'inspire de la règle des cisterciens. Les Templiers vivent en communauté, ils partagent leurs biens. Ils se lèvent la nuit pour les offices, ils mangent en silence, ils ne possèdent rien en propre. Mais ils sont aussi des soldats. Leur équipement est uniforme. Le manteau blanc, symbole de pureté, orné d'une croix rouge. Ils combattent en formation serrée, obéissant au commandement de leur maréchal. Ils ne reculent jamais devant l'ennemi. L'ordre connaît une prospérité rapide. Les dons affluent de toute la chrétienté. Les Templiers reçoivent des terres, des châteaux, des rentes, de l'argent. Ils deviennent les banquiers des rois et des papes. Ils gèrent des fonds, accordent des prêts, transfèrent de l'argent d'un bout à l'autre de l'Europe. Leur réseau de commanderies répartis dans toute la chrétienté sert à la fois de place forte, de relais pour les pèlerins et de centre financier. Les Templiers sont l'élite des armées croisées. Ils participent à toutes les grandes batailles, ils se distinguent par leur courage et leur discipline. Ils sont souvent les premiers à charger et les derniers à quitter le champ de bataille. Mais la richesse des Templiers attire la convoitise. En 1307, le roi Philippe IV de France, qui leur doit d'importantes sommes, les fait arrêter. Il les accuse d'hérésie, d'idolâtrie et de sodomie. Sous la torture, les chevaliers avouent. Le pape Clément V, sous pression du roi, supprime l'ordre en 1312. Le grand maître, Jacques de Molay, est brûlé vif en 1314. L'ordre disparaît, victime de sa propre puissance. Les Hospitaliers, un autre ordre militaire, ont un destin moins tragique. Fondé avant la première croisade comme hospice pour pèlerins, l'ordre devient militaire au XIIe siècle. Ils combattent aux côtés des Templiers et participent à la défense de la Terre Sainte. Après la chute de Jérusalem, ils s'installent à Rhodes puis à Malte. Ils résistent aux Ottomans jusqu'en 1798. Les ordres militaires représentent l'idéal du chevalier chrétien, poussé à son paroxysme. Ils allient la foi et les armes, la prière et le combat. Ils sont l'incarnation du soldat du Christ. La guerre de 100 ans qui déchire la France et l'Angleterre de 1337 à 1453 transforme profondément la chevalerie. Elle marque la fin de la suprématie du chevalier sur le champ de bataille. La bataille de Crécy en 1348 est un tournant. L'armée française, composée de chevaliers et de nobles, est écrasée par l'armée anglaise. Les Anglais ont des archers, des soldats professionnels recrutés par contrat. Ils combattent à pied en formation serrée. Leur long arc envoie des volées de flèches qui percent les armures et les côtes de mailles. La chevalerie française, qui charge en ordre dispersé, est décimée. La guerre de 100 ans voit l'émergence d'un nouveau type de soldat, le mercenaire, le soldat professionnel qui combat pour l'argent, non pour l'honneur ou la foi. Les compagnies de routiers, de bandes armées sans foi ni loi ravagent les campagnes. Elles vivent de pillages, de rançons, de violences. La chevalerie idéale, celle des romans arthuriens, est bien loin. Bertrand du Guesclin, le plus célèbre chevalier du XIVe siècle, incarne cette évolution. Il est né en Bretagne en 1320 dans une famille de chevaliers modestes. Il est laid, pauvre, illettré. Il se fait d'abord connaître comme chef de bande, menant une guérilla contre les Anglais. Il se distingue par son courage, sa ruse, sa détermination. Il est adoubé tardivement, à 34 ans. Du Guesclin devient un capitaine mercenaire. Il commande les grandes compagnies, des bandes de soldats sans emploi qui vivent de pillage. Il les mène en Espagne, où il aide Henri de Trastamare à conquérir le trône de Castille. Il se couvre de gloire, mais il est aussi un chef de guerre redoutable. En 1370, le roi Charles V le nomme connétable de France, c'est-à-dire commandant en chef des armées. Charles V a compris que la guerre a changé. Il ne faut plus chercher la bataille rangée trop aléatoire. Il faut mener une guerre de siège, de harcèlement, d'usure. Il faut éviter le combat en race campagne où la chevalerie française est vulnérable aux archers anglais. Du Guesclin applique cette stratégie. Il refuse les batailles, il préfère les sièges. Il reprend une à une les villes et les châteaux conquis par les Anglais. Il utilise la ruse, la corruption, la persuasion. Il sait parler aux défenseurs, les convaincre de se rendre. Il meurt en 1380 en pleine gloire
après avoir reconquis la quasi-totalité des territoires perdus. Du Guesclin est un chevalier différent. Il n'est pas le héros courtois des romans. Il est brutal, rusé, pragmatique. Mais il est aussi loyal, courageux, dévoué. Il est un chef de guerre moderne qui sait utiliser les nouvelles techniques militaires. Sa carrière illustre la transformation de la chevalerie. Au XVe siècle, la chevalerie s'affirme comme une profession. Les chevaliers sont des soldats payés, recrutés par contrat, les indentures. Le roi ou un grand seigneur conclut un contrat avec un capitaine qui s'engage à fournir un certain nombre d'hommes en échange d'un salaire et d'une part du butin. C'est un système efficace qui permet de lever des armées rapidement et de les payer correctement. Les chevaliers sont devenus des hommes d'affaires. Ils considèrent la guerre comme une entreprise lucrative. Le butin, les rançons, les terres confisquées, tout cela est une source de profit. Ils investissent dans l'immobilier, dans le commerce, dans l'armement. Ils gèrent leurs domaines, leurs affaires, leurs procès. Sir John Fastolf est un exemple typique de ce nouveau chevalier. Il est né vers 1380 en Angleterre, dans une famille de marchands de Norfolk. Il n'est pas de haute naissance. Il participe à la guerre de Cent Ans en France. Il se distingue par son courage et ses compétences. Il est fait chevalier, puis devient capitaine. Il accumule les profits, il capture des soldats qu'il rançonne, il s'empare des terres, des châteaux, de butin, il investit en Angleterre où il fait construire un château à Caister, une somptueuse demeure. Fastolf est aussi un administrateur avisé. Il rédige un fameux rapport sur la stratégie à suivre en France. Il prône une guerre d'usure, de destruction, de terres brûlées. Il faut ruiner l'ennemi, détruire ses récoltes, brûler ses villages. Ce n'est pas une guerre chevaleresque, c'est une guerre totale. Fastolf est fait chevalier de l'ordre de la Jarretière, la plus haute distinction anglaise, mais il n'est pas aimé de ses contemporains. On le dit avare, cruel, sans pitié. Il est accusé de lâcheté à la bataille de Patay en 1423. Cette accusation est injuste, mais elle lui colle à la peau. Fastolf meurt en 1459, riche et puissant. Mais son héritage est contesté. Ses biens sont convoités par ses héritiers et par ses créanciers. Sa vie illustre les contradictions de la chevalerie à la fin du Moyen-Âge. Le goût du profit est l'idéal de l'honneur. La réalité du soldat professionnel est le mythe du chevalier courtois. Les lettres des Paston, une famille de la petite noblesse anglaise, éclairent ces contradictions. Elles nous montrent des chevaliers qui sont aussi des gestionnaires de domaines, des plaideurs, des hommes d'affaires. Elles nous montrent leurs soucis quotidiens, les querelles de voisinage, les procès, les dettes, les conflits d'héritage. Elles nous montrent aussi leur piété, leur attachement à leur terre, à leur famille. Le déclin du chevalier s'accélère au XVe et XVIe siècle. L'apparition de l'artillerie à poudre est un facteur décisif. Les canons, utilisés dès le XIVe siècle, deviennent une arme de siège redoutable au XVe siècle. Les murailles médiévales, qui avaient résisté pendant des siècles, s'effondrent sous les boulets. Les châteaux deviennent obsolètes. Les armures, aussi solides soient-elles, ne résistent pas aux balles des arquebuses. L'armée de métier, permanente et nationale, remplace la chevalerie féodale. Les chevaliers sont intégrés dans les nouvelles armées, mais ils ne sont plus les seuls à se battre à cheval. Les écuyers, les archers, les fantassins, les artilleurs partagent le champ de bataille. Le rôle militaire du chevalier est dilué. La chevalerie se déplace du champ de bataille vers la cour. Les tournois deviennent des spectacles fastueux, mettant en scène l'élégance et la puissance des nobles. Les ordres de chevalerie comme la Jarretière en Angleterre ou la Toison d'Or en Bourgogne sont des distinctions honorifiques qui récompensent la fidélité et le service, mais aussi la naissance et la fortune. L'idéal chevaleresque, lui, survit. La littérature courtoise, les romans arthuriens, les poèmes des troubadours continuent d'inspirer les élites européennes. La Renaissance s'empare de cet héritage. Ariosto, dans son Roland furieux, mêle la chevalerie et l'humanisme. Spencer, dans La Reine des Fées, célèbre les vertus chevaleresques. Cervantes, dans Don Quichotte, dresse une critique ironique mais affectueuse de la chevalerie errante. La chevalerie laisse un héritage durable dans les mœurs et les mentalités. L'idée de l'honneur, de la loyauté, du service désintéressé et de la protection des faibles, tout cela traverse les siècles. Le code de l'honneur, le respect de la parole donnée, le devoir de protéger les femmes et les enfants, la défense de la justice, ce sont des valeurs que la chevalerie a contribué à diffuser.
Le chevalier tel qu'il est imaginé aujourd'hui est une figure de légende. Mais derrière le mythe se cache une réalité historique complexe, une institution qui a évolué pendant 8 siècles, s'adaptant aux transformations politiques, sociales et militaires de l'Europe. Le chevalier fut tour à tour un guerrier brutal, un soldat chrétien, un poète courtois, un aventurier, un homme d'affaires et un fonctionnaire d'État. Il est mort en tant qu'institution, mais son héritage, sous une forme ou une autre, demeure vivant. La chevalerie ne se réduit pas à un mythe romantique, elle ne se réduit pas non plus à une simple réalité militaire, elle fut une institution sociale, économique et culturelle qui a profondément marqué l'Europe médiévale. Du guerrier barbare du Xe siècle au chevalier poète du XIIe siècle, du croisé du XIe siècle, au mercenaire du XIVe siècle, du fonctionnaire du XVe siècle, au courtisan du XVIe siècle, le chevalier s'est constamment réinventé. Son héritage est multiple. Sur le plan militaire, il a contribué à la professionnalisation des armées. Sur le plan social, il a participé à la formation de la noblesse. Sur le plan culturel, il a inspiré une littérature immense. Sur le plan moral, il a légué à l'Occident un idéal de service, de courage et de générosité. Le chevalier, figure emblématique du Moyen-Âge, demeure une source d'inspiration et de réflexion. Il est un miroir dans lequel se reflètent les aspirations et les contradictions de la civilisation occidentale. Merci d'avoir écouté ce podcast. Comme toujours, vous pouvez télécharger une formation gratuite en commentaire. J'espère que cette plongée dans l'histoire de la chevalerie vous a permis de mieux comprendre cette figure fascinante et complexe. Je vous dis à bientôt.